reprendre la question des discussions linguistiques. Pour beaucoup de gens, les langues sont très diverses et chacune fonctionne comme elle peut. Elles se développent, elles évoluent. Pour beaucoup de gens, la langue incarne un processus d'évolution. C'est une erreur magistrale. Les langues sont au contraire des systèmes que les hommes ont créés il y a des siècles et des siècles, et qu'ils ont créés de façon très structurelle, très symétrique, très cohérente. Et on sait avec Lévi-Strauss que les hommes d'autrefois avaient un sens aigu de la mathématique, de la cohérence, de l'équilibre, de la symétrie. Et les langues ne font que refléter cette exigence de cohérence propre aux sociétés anciennes. Aujourd'hui, cette exigence, paradoxalement, elle n'est plus là pour ce qui concerne la dimension culturelle. Elle a laissé la place à l'idée d'une évolution, ce qui est un néo-darwinisme un petit peu débile sur les bords. Les langues seraient des êtres vivants qui avanceraient, qui évolueraient, qui deviendraient ceci et cela. En réalité, les langues sont fragiles et elles peuvent perdre leur cohérence très rapidement par des infiltrations, par un système immunitaire qui ne fonctionne pas. Ce sont des organismes fragiles et je crois qu'on n'en a pas encore pris pleinement conscience. On dit du moment que les gens parlent les langues, c'est que ces langues sont vivantes. Inversement, des langues qu'on ne parlerait plus seraient mortes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il peut y avoir des langues qu'on ne parle plus, qui sont très vivantes dans leur structure, et des langues qu'on continue à parler, qui sont mortes, qui sont des zombies, qui sont vouées à la mort, en fait, quelque part. Mais, finalement, il y a une sorte d'illusion. Le moment que la parole donne toujours l'impression de la vie. Vous lisez un texte, vous le faites vivre. Vous parlez une langue, ça montre qu'elle vit. Donc finalement, ce sont des objets qui existent parce qu'on les parle. Et donc finalement, on peut les faire revivre, on peut les faire renaître, tout simplement par la parole. C'est merveilleux. Comme si la parole est une sorte de baguette magique qui permet à ce qui est mort de revivre, de ressusciter en quelque sorte. Et donc moi je m'engage dans une voie totalement différente, qui ne plaît pas spécialement à l'establishment universitaire des linguistes en France, et toutes les difficultés que j'ai rencontrées à plusieurs reprises avec ces gens-là, à savoir l'idée de développer une méthodologie qui consisterait à restituer la cohérence originelle de telle et telle langue. Et inversement, à déterminer ce qui peut avoir perturbé les dites langues. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on détermine une norme, et dès qu'on détermine une norme, on fait apparaître justement les dérives, les déviances, les pathologies de l'épistémé, comme je disais à une époque. Et donc finalement, on ne veut pas entrer dans cette voie-là parce que définir un état idéal originel de telle et telle langue, c'est mettre en évidence les incohérences, les dérives, les déviances. Et ça, on ne veut pas, pour des raisons d'honneur national, etc. Donc chaque langue est repliée sur elle-même, en quelque sorte, et prétend à une perfection, à une intangibilité, en tout cas quelque chose qui n'a pas à être remis en question, puisque cette langue, elle est parlée, et les gens se débrouillent très bien dans cette langue, et donc par conséquent, on ne voit pas l'intérêt de la réformer. Eh bien moi, je prends le principe inverse, et je pense que sur le plan épistémologique, l'avenir de la linguistique, c'est justement le principe inverse. Parce qu'une linguistique qui serait simplement une sorte de sociologie qui rendrait compte de l'évolution de la langue, un peu comme le dictionnaire de l'Académie rend compte de l'évolution de la langue française, ça me paraît tout à fait
dérisoire et aléatoire. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit au contraire de corriger des déformations et des évolutions qui ont pu se produire et se glisser, et qui ont fait de ces langues des objets hybrides, inconsistants, incohérents. Et c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que ce qui est vrai au niveau linguistique, ça contamine d'autres domaines, où les gens ont la même attitude, par exemple par rapport aux religieux, parce que je m'adresse beaucoup aux religieux, ben, les gens vont dire, ah ben oui, mais finalement, oui, tel texte a évolué comme ça, telle pratique a évolué comme ça, ben c'est très bien, ça montre que cette religion est vivante. Ça m'a toujours pensé, vous savez, à un cadavre qui est vivant parce que il y a des vermisseaux, il y a des vermines, et tout ça grouille, il grouille de vie, mais c'est une façon un peu étrange de parler de vivant. Donc ce grouillement serait une marque de vitalité. Oui, mais enfin, c'est une vitalité post-mortem, si on peut dire. Et ça contamine toutes les traditions qui sont encore vivantes, qui sont altérées, parce qu'on dit, ben voilà, ben c'est très bien, c'est encore vivant. Mais en réalité, c'est vivant, si on veut, mais c'est dénaturé, c'est dévoyé. Et surtout, ça fait obstacle à nos exigences immunitaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, notre cerveau, il n'aime pas ce qui est incohérent. Il rejette. Et donc, si on impose à notre cerveau d'accepter des choses qu'il aurait dû rejeter, on affaiblit son système immunitaire. C'est une sorte de vaccin à l'envers. On le fragilise au lieu de le renforcer. Donc, si on sert aux... Donc, par exemple, moi j'ai dit que l'apprentissage des langues a tendance à abrutir les gens plus qu'autre chose, à les abêtir. Hein, quand ces langues sont enseignées de manière incohérente, inconsistante, et surtout quand elles sont elles-mêmes effectivement devenues incohérentes et inconsistantes, et qu'on ne propose pas une reconstitution, une recomposition de la langue. La question des marqueurs m'intéresse beaucoup. Les marqueurs, ça n'est pas le lexique. Les marqueurs, c'est ce qui va se greffer sur le lexique, qui va structurer, encadrer le lexique. Et j'attache beaucoup d'importance à ça parce que quelque part, c'est le cœur de la langue. Une langue qui perd ses marqueurs, elle est en décomposition. Et en même temps, je vais dire l'inverse. Je vais dire que dans le cas du français, par exemple, ce qui est important, ce n'est pas les marqueurs, justement. La France n'exporte pas ses marqueurs. Enfin, si, elle les exporte d'une certaine manière, mais elle exporte surtout son lexique. Et son lexique va être réutilisé, recyclé dans telle et telle langue, avec ses propres marqueurs ou marqueurs de telle et telle langue. Donc il y a cette dialectique entre le lexique et les marqueurs, marqueurs de genre, marqueurs de sexe, marqueurs de nombre, marqueurs de temps, marqueurs d'espace, etc. Et ces marqueurs, ça fait partie un peu de la phonologie, si vous voulez, mais c'est une phonologie qui ne concerne pas le lexique lui-même, et qui concerne, quoique à mon avis, la phonologie, elle est surtout intéressante pour les marqueurs. C'est-à-dire, on veut savoir si c'est féminin, si c'est au pluriel, etc. Donc, effectivement, le mot, il est important de savoir qui parle. Quand on dit notre Dieu, c'est le Dieu de qui? Notre Fils, c'est le Dieu de qui? C'est le Fils de qui? Donc, effectivement, les marqueurs, c'est aussi les marqueurs possessifs. Hein, mon, c'est un marqueur. Mon chien, le chien, mon chien. Mon chien, c'est un marqueur. C'est des marqueurs d'appartenance, si vous voulez. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de marqueurs. Et alors, ce que je voudrais aborder dans cette petite causerie, pour aller plus loin que ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, c'est la dimension phonique, phonologique. C'est-à-dire, les marqueurs, c'est quand même quelque chose qui doit être quand même extrêmement marquant, c'est le cas de dire.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir, justement, c'est intéressant sur le plan anthropologique, il est important de savoir si on est dans le singulier, dans le pluriel, dans le masculin, si c'est un homme qui parle, si c'est une femme qui parle, etc. Si on parle du passé, si on parle du futur, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc ces marqueurs donnent des informations fondamentales. Maintenant, il peut y avoir des marqueurs écrits qui sont appréhendés quand on lit le texte écrit, mais qui peuvent ne pas être appréhendés correctement oralement. Par exemple, en français, on a ce problème constamment. C'est la grande faiblesse du français, si vous voulez, c'est que, c'est que les marqueurs du français sont souvent mal perçus ou inaperçus, je dirais presque. Le cas le plus remarquable, c'est le marqueur de nombre. On n'entend pas le S final en français. Il est écrit, mais on ne l'entend pas. Sauf dans des cas particuliers, exceptions, devant une voyelle, etc. Enfin, globalement, on ne l'entend pas. L'autre jour, je ne sais pas il y a combien d'années, quelqu'un me disait, finalement, on sait qu'un mot est au pluriel par l'article défini, le ou les. Voilà, effectivement, si je dis le, le chien, c'est le qui dit que c'est un singulier. Si je dis les chiens, c'est un pluriel. Parce qu'on n'entend pas le S du chien, on entend le les de l'article défini pluriel. D'où l'importance du E, de savoir distinguer le E et le E. Alors que dans beaucoup de langues étrangères, on n'entend pas, on ne connaît pas le E. Ce qui n'arrange pas les choses. Bon. Alors, donc si vous voulez, une langue qui est pas très abordable, ben ça se retourne contre elle. Donc le français a des atouts considérables, mais il faut absolument que sa dimension pédagogique, son ergonomie soit améliorée. Donc il ne faut pas jouer la politique, la langue elle devient ce qu'elle est. Non, il faut l'améliorer. C'est pas une question de réforme de l'orthographe, c'est pas la question. Parce que finalement, au bout du compte, c'est dans l'oralité que beaucoup de gens se situent. Donc, il faut, par exemple, il faut savoir d'abord que le système de prononciation français n'a rien à voir avec le système de prononciation d'autres langues latines. Donc déjà, c'est décourageant, parce qu'on croit apprendre une langue latine, mais en fin de compte, on apprend une langue latine au niveau de son lexique, mais en réalité, c'est une langue germanique sur le plan des marqueurs de genre, par exemple. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de cela. Et puis aussi, je voudrais terminer là-dessus, les langues ne sont pas si séparées cela les unes des autres. Il est évident que l'on peut passer d'une langue à une autre. Il y a des règles de prononciation qui permettent de comprendre comment on passe de l'anglais à l'allemand ou de l'allemand à l'anglais. Par exemple, danke, ça veut dire merci, et thanks, ça veut dire aussi merci. Donc le D allemand correspond au TH anglais. Der ou dieser, par exemple, dieser, celui-ci en allemand, eh bien ça devient un TH, this en anglais. Donc ça, c'est des règles à connaître. De la même façon, quand on passe du français à l'anglais, il y a aussi des modifications qui se produisent. Et là, cette fois-ci, ça n'est pas le fait d'une relation entre deux langues de même famille, au niveau lexical, au contraire, c'est un emprunt d'une langue germanique qui est l'anglais à une langue latine qui est le français. Et là, je ne parle plus de la question de la prononciation orale, mais je parle au contraire, de l'emprunt d'un mot français par l'anglais. Qu'est-ce que ça va donner finalement? Ça va donner une langue hybride. L'anglais est une langue hybride. Parce que tantôt elle a un mot